L'égout de Paris a été une vieille chose formidable. Il a été sépulcre, il a été asile. Le crime, l'intelligence, la protestation sociale, la liberté de conscience, la pensée, le vol, tout ce que les lois humaines poursuivent ou ont poursuivi, s'est caché dans ce trou. C'est ainsi qu'en 1862, Victor Hugo, dans Les Misérables, décrit avec force dégoût l'égout de Paris. Afin de vous présenter une brève histoire des égouts, nous avons usé de précieux livres d'archives de l'IESF, Société des ingénieurs et scientifiques de France, qui a pris le soin de tout conserver. Il s'agit de bulletins, de mémoires ou encore de résumés de travaux des années 1850 à nos jours. Ces comptes rendus d'assemblée générale étaient soigneusement réalisés et reliés dans la claire volonté de faire perdurer la mémoire de l'association. On y trouve des cartes, des schémas, des plans, des références à d'autres scientifiques, des exposés chiffrés, ainsi qu'une réflexion très profonde sur le rôle des ingénieurs dans la société française et mondiale. Car ces égouts, nous les devons à Eugène Belgrand aux côtés du préfet Haussmann, mais aussi aux contributions d'ingénieurs et scientifiques membres de l'IESF, comme Marboutin, Petit et son procédé Anderson, ou encore Durand-Clay et ses théories d'agriculture égoutière. Les années 1820 voient la création des égouts, avec l'apparition d'une première phase du réseau, fait en meulière de ciment. 30 ans plus tard, seuls 143 km de réseau étaient créés, avec des liaisons sur la Seine. C'est en 1854 qu'une véritable rupture se produit. L'ingénieur Belgrand, soutenu par le préfet Haussmann, relance ce chantier. L'État veut donner un nouveau visage à Paris, tant en surface que dans ses profondeurs. En 1860, le gouvernement propose même au prince de Galles de venir déjeuner dans les égouts. Une vingtaine d'années après la venue du prince de Galles à Paris, plus de 3300 morts sont à déplorer du fait de la typhoïde, entre autres causée par une eau polluée. En 1894, Paris adopte le tout à l'égout. Il sonne le glas des fosses sceptiques parisiennes, qui étaient jusque-là la norme. Félix Marboutin intervient très fréquemment aux assemblées générales de l'IESF. Il était vice-président de l'Observatoire de Montsouris, créé en 1867, quand un laboratoire sur le dépistage des maladies infectieuses y est créé, en 1887. Une idée en ressort et va tout changer, celle qu'assainir l'eau permet de limiter les risques de maladies. L'année 1902 voit une grande loi sur la salubrité publique apparaître, mettant en avant la protection de la santé et la volonté d'établir des règlements sanitaires avec la création de bureaux d'hygiène. Entre cette époque et la nôtre, on pourra observer bien des similitudes, des emprunts, ainsi que de profonds changements au fur et à mesure de l'avancée de la pensée scientifique. Quelles évolutions et conservations successives la question du traitement de l'eau a-t-elle subi entre la première moitié du XIXe siècle et nos jours ? Comment récupérer et traiter l'eau ? Comment ne pas la gaspiller ? Et que deviennent nos déchets ? Pour combler les manques d'une analyse toute théorique, nous avons décidé de sortir de la salle des archives de l'IESF. Objectif, visiter une usine d'épuration. Nous voilà partis pour Colombes, au nord de Paris. Inaugurée par le préfet Poubelle en 1885, une partie de l'usine de Colombes est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et le reste tient jusqu'en 1996 avant d'être rénové en 2005. C'est également un lieu d'apprentissage, accueillant des classes et proposant des visites. L'usine intervient juste après l'arrivée de l'eau. Tout se déroule à travers des énormes cuves, des tuyaux, en passant par les vis d'Archimède. La première étape est le dégrillage pour retirer les polluants grossiers. On passe ensuite au bassin de dessablage et de déshuilage. Puis on arrive dans de nouvelles cuves où l'on procède à la déphosphatation pour faire tomber la matière organique avant d'éliminer l'azote contenu dans l'eau. Ainsi, on fait la nitrification. Il y avait perpétuellement plusieurs mètres d'eau sous nous. Une cinquième étape permet ensuite de faire à nouveau intervenir des bactéries pour cette fois-ci supprimer les nitrates dans des cuves allant jusqu'à 9 mètres de profondeur. Les boues restantes sont ensuite traitées et la matière fécale et autres joyeusetés sont transformées en engrais ou brûlées afin d'être ensuite enterrées ou utilisées en matériel de construction de routes. L'air, quant à lui, est purifié de manière chimique et renvoyé dans l'atmosphère. À présent, 80 à 90% de l'eau est nettoyée et passe aux mains des usines de potabilisation. Si des soucis comme le traitement de l'urine
ou engendré une absence de vie poissonnière dans les eaux de la Seine, le problème a été résolu avec un traitement et à présent plus d'une trentaine d'espèces sont présentes comme des carpes, des anguilles ou des silures. En revanche, certains poissons deviennent parfois hermaphrodites à cause de l'impossibilité du traitement des traces de médicaments dans l'eau. Ainsi, il reste de nombreuses innovations à apporter pour la faune et la flore locale, ainsi que pour l'eau potable de nos vies.